Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Flash Juris. Je tiens tout d'abord à féliciter ceux d'entre vous qui sont admissibles et qui justement nous suivent pour préparer le grand taux. Attention, il faut vraiment prévoir votre calendrier de travail, vos simulations et ainsi de suite. Ne laissez rien au hasard, vous n'êtes qu'à un pas de réussir ce difficile examen. Quant aux autres, il est nécessaire de nous contacter afin de pouvoir établir justement ce que nous devons faire ensemble cette année pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez réussir. Alors, pour commencer cette nouvelle session des Flash Juris, nous avons décidé de traiter du révisionnisme. Le révisionnisme, en effet, lors des précédents jours, Forisson est décédé. Forisson, c'est le chef de file des révisionnistes. Bon, hélas, avec lui ne disparaît pas le révisionnisme, il a des successeurs que l'on connaît bien. Le révisionnisme est un délit qui est relativement récent. Il a été créé en 1990. En effet, il s'agissait là d'incriminer les assassins de la mémoire. La plupart des victimes directes de l'Holocauste sont décédées et décèdent progressivement. Il n'existe plus donc de témoins directs de la Shoah. Derrière cela, un parti politique extrémiste a fait son lit justement avec la possibilité de contester, de nier les crimes contre l'humanité, ce qui lui permettait de réhabiliter une certaine image, une certaine idée de la France. Partant de cette considération, le législateur a posé cette incrimination, mais le Conseil constitutionnel n'a pas fait l'objet d'une saisine a priori de cette loi. Nous allons voir justement la conciliation de cette loi, comment elle concilie liberté d'expression et devoir de mémoire. L'infraction est prévue à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 et constitue bien une atteinte à la liberté d'expression. Il s'agit d'incriminer la contestation ou encore la minimisation des crimes contre l'humanité commis par une puissance de l'axe européen durant la Seconde Guerre mondiale, et reconnue comme telle par le statut du tribunal pénal international de Nuremberg. Alors, minimisation ou minoration outrancière, nier l'existence, c'est employer des guillemets pour parler de l'Holocauste, c'est employer le terme prétendu à chaque fois que l'on l'emploie, ou c'est encore attribuer la plupart des décès à des épidémies ou encore à des règlements de compte. Partant de là, bien évidemment, comme tout délit, celui-ci est cantonné uniquement aux crimes contre l'humanité commis durant la Seconde Guerre mondiale. Le législateur a voulu étendre dernièrement cette incrimination. Il a voulu l'étendre à l'ensemble des génocides reconnus par la loi. Quelle étrange idée il a eue. Les génocides reconnus par la loi. Là, il ne s'agissait plus de limiter la liberté de l'historien de recherche, il s'agissait simplement d'octroyer au législateur le pouvoir de dire s'il y avait ou non un génocide. Or, le génocide renvoie à une infraction pénale et il appartient au juge de condamner pour une infraction pénale, non au législateur. Plus encore, comment peut-on parler de génocide lorsqu'il n'y a pas de consensus au sein des différents pays dans le cadre des Nations Unies? Partant de là, il n'appartient donc pas au législateur de reconnaître les génocides et donc de délimiter de cette façon-là les crimes contre l'humanité susceptibles ou non d'être contestés. Le délit s'est donc maintenu, grâce à cette décision du Conseil constitutionnel en date du 28 février 2012 qui justement indiquait que cette possibilité pour le législateur de reconnaître un génocide était une possibilité inconstitutionnelle parce qu'on en tirait des conséquences. Ce faisant, le Conseil constitutionnel semble également sonner le glas de la possibilité d'édicter de nouvelles lois mémorielles, comme celle reconnaissant le génocide arménien ou la traite des esclaves comme étant des crimes contre l'humanité. Mais le délit en lui-même restait inchangé. La position de la Cour européenne des droits de l'homme sur ces questions-là était une position mesurée, qu'elle a exprimée à plusieurs reprises, dans des décisions concernant tel humoriste ou concernant Forisson également, ou encore la décision de 1998, Leuil de Izorni. Et à travers toutes ces décisions, s'est esquissée une jurisprudence relativement claire, exprimant l'adage « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». C'est l'article 17 qui a été utilisé. En effet, on ne doit pas pouvoir utiliser une des libertés reconnues par la Convention pour détruire toutes les autres libertés. On ne peut donc pas utiliser la liberté d'expression pour remettre en cause les horreurs qui ont conduit justement à l'édiction de la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà pour l'ensemble de cette présentation-là. Et puis finalement, le Conseil constitutionnel, dans le cadre d'un contrôle a posteriori, a été saisi du délit prévu par cet article 24 bis. Et à l'occasion de la décision du 8 janvier 2016, il a constaté sa constitutionnalité. Dans une décision relativement étrange, peut-être plus politique que juridique, il a reconnu son utilité, car le délit permet de lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Certes,
mais pour autant, il ne s'est pas tout à fait exprimé sur sa conformité, sa pleine conformité avec la liberté d'expression, laissant certainement au juge le soin d'opérer cette conciliation. Je vous remercie pour ce Flash Juris et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro très bientôt. Au revoir.